Actualité 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, le bilan du chef de l'État et de son gouvernement au terme de 100 jours d'exercice du pouvoir. Un bilan où l'on note l'absence de certaines promesses visant la rupture et formulées du temps de la campagne électorale. Parmi celles-ci, la dissolution d'institutions jugées budgétivores. Après 100 jours de gouvernance, les agriculteurs s'expriment et remercient l'État d'avoir diligenté la distribution des intrants. Ces professionnels du secteur primaire invitent toutefois leurs camarades à faire bon usage de ces semences et de se pencher activement sur la culture des terres. En prélude aux Jeux Olympiques prévus à partir de ce 26 juillet dans la capitale française, rencontre de la ministre des Sports avec la délégation. Au total, 11 athlètes triés sur le volet pour défendre les couleurs nationales. Des athlètes bénéficiaires d'une enveloppe de 11 300 000 francs CFA pour la campagne. Voilà pour les titres et le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette question. Quel bilan pour le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye après 100 jours d'exercice du pouvoir? Si certaines promesses de campagne sont matérialisées comme la baisse du coût élevé de la vie, d'autres sont restées en suspens. Il s'agit entre autres de la dissolution de certaines institutions, de l'appel à candidature pour des postes de direction et enfin de la mise en œuvre des conclusions de certains corps de contrôle. Les détails, c'est avec Al-Hassan Ba. Il était attendu sur plusieurs questions urgentes après son élection à la présidence de la République. Le président Bassirou Diomaye Faye donne le ton lors de son adresse à la nation à la veille de la célébration de notre accession à l'indépendance. Son vœu, bâtir un Sénégal juste, prospère dans une Afrique en progrès. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations que j'entreprendrai avec les acteurs concernés. Mes chers compatriotes, de l'indépendance à nos jours, notre système politico-institutionnel et judiciaire a vécu bien des péripéties. Le moment me semble venu de tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse des droits humains. Chômage endémique des jeunes, insécurité, reddition des comptes, baisse du coût élevé de la vie, autant de défis à relever. Des actes ont été posés après 100 jours. Le riz, l'huile, le sucre et le pain ont connu des baisses, des mesures qui faisaient partie des promesses de campagne. D'autres actes posés qui faisaient partie de ces promesses, les réformes dans le secteur de la justice. Des audits sont lancés dans les comptes publics des ministères et sur les constructions littorales. Cependant, d'autres points sont agités et restent encore en suspens. La dissolution de certaines institutions, l'appel à candidature pour certains postes de direction, le sort réservé aux personnalités épinglées dans les rapports des corps de contrôle de l'État. Certaines décisions commencent à faire grincer des dents. Les déguerpissements des marchands ambulants entrepris par les municipalités et le blocage des comptes des entreprises de presse sont controversés. Les attentes restent élevées et les populations semblent pressées. Pour la création d'emplois. Et malgré l'alternance survenue au sommet de l'État il y a à peu près 5 mois, le phénomène de l'immigration irrégulière reste entier au Sénégal. Les 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye à la tête de l'État n'auront pas permis de stopper la saignée. Pour l'ONG Otra Africa, le nouveau régime doit se battre sur le plan diplomatique pour disposer d'un bon quota dans le cadre de l'obtention de visas vers l'Europe. Elle suggère également une bonne politique préventive pour fixer les jeunes Sénégalais sur leur terroir respectif. Un sujet signé Fatima Touré et Diafaraba. La résurgence de l'immigration clandestine, une question à plusieurs inconnus. 100 jours après l'installation du nouveau régime, les jeunes continuent de braver la mer pour aller en Europe. Un fléau qui inquiète l'ONG Otra Africa, qui demande aux nouvelles autorités d'asseoir une politique structurelle
en prenant des mesures concrètes pour endiguer le phénomène. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui par rapport à cette question des 100 jours, c'est que des mesures concrètes, des mesures idoines soient prises par rapport à cela. C'est de restaurer d'abord la confiance, changer les paradigmes de la sensibilisation en impliquant l'ensemble des acteurs sur la question pour qu'on puisse vraiment rassurer encore, puisque les jeunes n'ont plus espoir. L'autre solution, c'est d'abord de mener une politique préventive, c'est-à-dire une politique qui se repose sur la sensibilisation afin de dissuader, de faire ce qu'on appelle une déconstruction mentale pour pouvoir permettre à ces jeunes-là absolument de rester. Toujours dans la perspective des solutions, l'État doit se pencher sur les difficultés liées à la procédure d'obtention de visas, selon toujours Autre Africa. C'est une question diplomatique, ils doivent avoir le courage, c'est une question courageuse d'affronter nos partenaires pour les questions de visa. Il faut qu'on trouve un quota assez important par rapport à nos partenaires au développement. Également, changer les pays de destination. Ce n'est pas seulement Schengen qui peut être un pays de destination. On peut discuter avec d'autres pays, d'autres continents. Depuis quelques jours, le phénomène de l'immigration clandestine reprend de plus belle. Beaucoup de jeunes ont péri dans les eaux, dans des embarcations de fortune. Une solution urgente s'impose pour résoudre ce problème qui perdure. Et après 100 jours, après l'élection plutôt du président Bassirou Diomaye Faye, notre reporter est allé à la rencontre des agriculteurs dans la commune de Dara. La distribution des semences et engrais se déroule normalement. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Ils invitent toutefois leurs pairs à cultiver la terre pour que le Sénégal puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire dans les meilleurs délais. Le reportage est signé Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. La campagne de la distribution des semences se déroule dans le département de Linguère. À Dara Djolof, producteurs et agriculteurs sont à pied d'œuvre pour préparer l'hivernage. La plupart d'entre eux apprécient la manière dont les semences et l'engrais sont distribués. Vraiment, je crois que nous avons constaté une rupture, d'abord chez les paysans. Chez nous, les paysans, nous avons la quiétude. On n'a pas enregistré de revendications ni de querelles, mais nous avons la quiétude. Et nous espérons qu'avec vraiment ce nouveau gouvernement-là, avec vraiment les institutions et surtout l'appui des forces de défense et de sécurité, je crois que les gens vont recevoir correctement leurs semences. Les semences sont de très bonne qualité, en tout cas au vu d'eux, sont de très bonne qualité. Et même, il y a des gens qui ont introduit des variétés assez rapides par rapport à l'hivernage. Cet agriculteur qui habite à Diagali, dans la commune de Barkédji, a reçu 500 kg d'arachide. Il ne cache pas sa satisfaction. Cette année, nous avons constaté un changement par rapport à la distribution des semences et de l'engrais. Les forces de l'ordre ont joué un rôle très important. J'invite les bénéficiaires à aller cultiver. Avec l'agriculture, le Sénégal peut atteindre l'autosuffisance alimentaire. La distribution se passe très bien. Nous en avons bénéficié. Tous les producteurs sont dans la brousse. L'agriculture peut booster l'économie. Le travail se passe très bien. Les agriculteurs. Allez, on parle de tout à fait autre chose. À présent, ce scandale financier à la Caisse de sécurité sociale, un détournement de 2 milliards de francs CFA qui a certes surpris les Sénégalais, mais pas les syndicalistes. Face à la presse, le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de la sécurité sociale ce jeudi, le secrétaire général Oumar Fouta Badiane, dénonce les failles d'un système qui a facilité, selon lui, ce détournement. Je vous propose de l'écouter. Il nous en dit plus au micro de Mamadou Fall. L'opinion publique nationale a été mise au courant ces derniers jours d'un détournement présumé. Je dis présumé parce que le dossier est toujours au niveau de la justice. Détournement présumé important au niveau de la Caisse sociale. Mais bon, moi je dis que ça peut-être ça n'étonne pas les agents de la Caisse sociale. Peut-être c'est le public, le grand public qui peut être surpris par ce détournement. Mais nous on n'est pas surpris. Parce qu'on sait que ce système d'information annoncé en grande pompe est tout sauf performant. Il y a beaucoup de failles. Déjà au niveau des agences, avec l'ancien système qu'on avait, il y avait une visibilité sur toutes les opérations. Toutes les opérations techniques qui étaient effectuées par les agents étaient automatiquement visibles au niveau de la comptabilité. Ce qui n'est plus le cas. Actuellement, avec ce nouveau système, on travaille sur différents espaces non connectés de manière directe
Donc chaque espace, vous avez e-business, vous avez la solution des prestations, vous avez Surcard, vous avez peut-être 6 à 7 applications qui nous ont proposées. Et pour toutes ces applications, il n'y a pas encore cette interconnectivité qui permet de savoir à temps réel ce qui se passe. Et à titre d'illustration, au niveau des agences actuellement, le chef d'agence n'a pas la visibilité sur sa comptabilité. Allez, parlons environnement à présent. Face à l'érosion inquiétante de la biodiversité due au réchauffement climatique, la coupe de bois et la fragmentation de nos habitats, le Centre de suivi écologique a lancé les activités du Centre d'excellence pour la biodiversité et les écosystèmes en Afrique de l'Ouest. Ce centre vise à définir le cadre pour lutter justement contre ces phénomènes et mettre en place une gestion durable des écosystèmes pour le bien-être des communautés. Selon le ministre de l'Environnement qui a présidé la rencontre, il va aussi faciliter le partage d'informations ainsi que la prise de décision pour nos autorités. Je vous propose d'écouter tout de suite le ministre de l'Environnement, le professeur Daoud Ngam. Ses propos sont recueillis par Al-Hassan Ba. Et d'une très grande importance parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on note une érosion sans précédent de la biodiversité. Érosion qui est dit souvent qui est due à une fragmentation des habitats. Les habitats sont fragmentés, les forêts sont déboisées. Aujourd'hui, on nous dit que dans le monde, chaque minute, c'est 25 hectares de forêt qui disparaissent. Annuellement, c'est l'équivalent de la taille d'un pays comme la Grèce. Donc, vous imaginez l'ampleur des dégâts. Il y a d'autres facteurs comme les espèces invasives aussi qui font des dégâts, les pollutions. Il y a également l'exploitation à outrance parce que nous surexploitons nos écosystèmes, ce qui entraîne une érosion de la biodiversité, mais également le changement climatique qui impacte également sur la biodiversité. Et aujourd'hui, à l'échelle mondiale, beaucoup d'espèces sont menacées de disparition. D'où l'importance de ce centre d'excellence qui va servir d'outil de partage d'informations et de données scientifiques. Et ces informations et ces données scientifiques constitueront un levier pour faciliter la prise de décision par les pouvoirs publics. Allez, nous quittons Dakar pour Thiès, la cité du rail, et c'est pour parler de cette résurgence de conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la région en cette période d'hivernage, des conflits qui peuvent déboucher parfois sur des confrontations sanglantes. Le médiateur de la République s'est rendu justement dans la zone dans le but de résoudre ces difficultés qui opposent agriculteurs et éleveurs. Les éleveurs qui sont venus de toutes les régions du Sénégal ont demandé à l'unanimité la révision de la loi d'orientation sylvo-pastorale ainsi que l'application des décrets y afférents. Le reportage est signé Charanta Diop et Saïla Tira. Zones de pâturage, les espaces de conduite de bétail, les surfaces cultivables font défaut dans l'aménagement et l'occupation du sol au Sénégal. Des éleveurs et agriculteurs se sont réunis à Thiès pour aborder ces questions. Aujourd'hui qu'il a plu dans la région de Thiès, c'est des conflits. Aujourd'hui qu'il a plu dans la région de Louga, c'est également des conflits. Parce que la zone sylvo-pastorale, pendant l'hivernage, c'est que des conflits comme ça qu'on arbitre. Et malheureusement des conflits qui débouchent sur une confrontation parfois sanglante. Ça, il faut l'éviter. C'est ce débat que nous devons tenir avec les pasteurs qui ont une spécificité, qui pratiquent disons, le foncier tout autant que les agriculteurs. Le médiateur de la République appelle l'État à élaborer tous les décrets d'application des lois. Promulguer, outre la promulgation, il faut un décret d'application. L'autorité gouvernementale nous a déjà précédés parce que j'entends dire que déjà instruction a été donnée au niveau des différents ministères de mettre à jour, d'élaborer tous les décrets d'application des lois. Ismaël Sow, le président de la Maison des éleveurs du Sénégal, donne les clés de la solution. Vous entendez même pas 10 jours, il y a un mort d'homme à Kaffrine. Pour nous, c'est grave. La solution, c'est impliquer les éleveurs et aussi appliquer le texte. Nous félicitons aussi le président de la République. Des organisations paysannes et des éleveurs venus de toutes les régions du pays ont formulé des recommandations et demandé aux médiateurs de la République d'être proactifs
en direction de l'autorité pour anticiper les difficultés. Et nous restons dans le domaine de l'agriculture pour parler cette fois-ci de la coopérative des maraîchers de Matam qui, pour la relance de ses activités, se réorganise en unités d'intensification des productions agricoles. Ces unités, au nombre de 45, comptent chacune 150 jeunes, suite aux engagements du ministre de l'Agriculture qui promet la solarisation des équipements d'irrigation. La seule coopérative de la région espère ainsi une baisse drastique des coûts de production. Le point avec Ali Bandalian. Pour un plan de relance de la production agricole, c'est la démarche de la coopérative des SIPA de Matam. Perturbée par de nombreuses contraintes liées surtout à la flambée des coûts d'exploitation et aux difficultés de commercialisation, les dirigeants de cet ensemble de périmètres agricoles se lancent dans une nouvelle aventure. Avec la nouvelle équipe gouvernementale, avec leur façon de travailler, nous voulons s'y adapter pour une bonne marche de nos SIPA. Il y a quand même une chaîne. Le côté production est maintenant bien assimilé, il reste l'autre chaîne. L'autre chaîne, c'est la mécanisation. L'autre chaîne, c'est le stockage. C'est de mettre en place des marchés centralisant la production agricole. Ici à Matam, la matière première, on a 100% soleil durant toute l'année. On a la lumière durant toute l'année. Donc, essayer de solariser les périmètres agricoles, je ne parle même pas des SIPA seulement, mais tous les périmètres agricoles, et les unités de stockage, ça va réduire drastiquement les coûts de production. Principal secteur de création d'emplois, les sociétés d'intensification des productions agricoles communément appelées SIPA comptent sur les engagements du nouveau ministre de l'Agriculture. Actuellement, là où je vous parle, je peux dire qu'il est en train de le concrétiser. Il nous a déjà mis en rapport avec des organisations qui peuvent nous appuyer sur l'énergie solaire, qui ont fait une mission ici, des diagnostics, ils sont déjà venus, ils sont repartis, on attend les résultats des diagnostics pour pouvoir avancer et retrouver Prodam sur la dynamique qu'il était de solariser à 100% toutes les SIPA qui sont mises en place et essayer de redynamiser les SIPA qui sont à l'arrêt. Parce qu'on est en train d'y travailler. Il y avait des SIPA qui étaient à l'arrêt, mais aujourd'hui, il y a plus de 50% de ces SIPA-là qui se sont relevés eux-mêmes pour vouloir, sachant que ici dans le monde rural, il n'y a pas mieux que les SIPA pour générer des ressources, pour augmenter les emplois, parce qu'il y a beaucoup d'emplois qu'on peut trouver dans les SIPA. Composée de 11 zones, cette coopérative agricole couvre 45 SIPA, dont chacune engage 150 jeunes. 45 périmètres de 50 hectares, dotés d'un système d'irrigation moderne, mais qui fait face malheureusement à de sérieuses difficultés de conservation de la production. Des forces de défense et de sécurité sont présentement à Saly pour un séminaire d'une vingtaine de jours. Selon le directeur du groupement d'intervention mobile de la police, l'objectif est de faire de ces policiers, l'objectif est de justement demander à ces policiers de s'adapter aux nouveaux critères de la mission de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui prône une nouvelle démarche et une nouvelle posture pour ces policiers déployés lors des missions. Compte rendu Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. Le cadre du renforcement de capacité des personnels de la composante police déployés dans les opérations extérieures sous l'égide des Nations Unies, il a été décidé d'élaborer des modules de formation qu'on appelle les formations spécifiques professionnelles. Donc c'est des formations qui répondent aux besoins exprimés par les missions au niveau des missions des Nations Unies, je veux dire au niveau des théâtres d'opération. On a des formations en police de proximité par exemple, et des formations en mentoring et des formations en coaching. Donc c'est des formations qui permettent à nos personnels policiers qui sont déployés dans ces opérations de bénéficier d'aptitudes et de compléments et de compétences supplémentaires. Et cette formation qui est en cours, nous avons réussi à l'organiser grâce à l'appui d'ANL et de IPOS, mais également à l'appui de la division police des Nations Unies. Il y a une quinzaine de nationalités, hein. Il y a une quinzaine de nationalités qui sont venues de partout dans le monde. C'est les Nations Unies en miniature. Parce qu'en fait, c'est une mission internationale. Donc c'est pourquoi nous avons présentement ici plus d'une quinzaine de nationalités, des officiers qui sont venus des différentes forces de défense et de sécurité des pays
africains et des pays asiatiques, des pays américains, des pays européens, pour avoir une formation de qualité afin qu'une fois déployés sur le terrain, bien même de retour chez eux, qu'ils puissent répliquer, qu'ils puissent dupliquer ces enseignements qu'ils ont reçus afin de renforcer les capacités de leur personnel préalablement à le déploiement dans les terres d'opération extérieures. Et ce soir, dans ce journal, nous vous proposons de faire la connaissance de Mohamed El Moustapha Iyane Babassi, un maître coranique autodidacte qui a décroché son baccalauréat cette année. Il a abandonné les études en classe de 5e. Le Saint-Louisien, âgé de 40 ans, compte continuer ses études. Il a demandé dans ce reportage au maître coranique d'allier l'apprentissage coranique et l'éducation française. Ousseynou Diop et Abusek l'ont rencontré. Reportage. Certainement le bachelier le plus âgé pour l'année 2023-2024. Il a 40 ans, Mohamed El Moustapha Iyane Babassi est aux anges depuis quelques jours. Mais l'année a été rythmée pour le maître coranique. Parce que je tiens un dara, je fais des cours de Coran en ligne pour les gens qui vivent à l'étranger. Aussi, les responsabilités de la famille, beaucoup de choses ont fait que je n'ai pas eu vraiment le temps de réviser. Le Saint-Louisien a décroché son premier diplôme, mais il avait peaufiné durant l'année scolaire un emploi de temps qui s'est révélé être très chargé. À Saint-Louis, ici, je me suis inscrit à l'Institut français de Saint-Louis, donc pour perfectionner mon français de 1, de 2, surtout les problèmes de grammaire. Cette année que j'ai décidé de participer au bac, parce que pour moi, le bac n'était que la condition sine qua non pour arriver à mes objectifs. Pour Mohamed El Moustapha Iyane Babassi, son histoire doit aujourd'hui motiver les autres Sénégalais très âgés qui veulent obtenir le baccalauréat. Alhamdoulilah, je vois que ça a intéressé beaucoup de gens et j'ai vu même dans les commentaires des gens qui disent que eux-mêmes ils vont suite à ça reprendre leurs études. Donc je vais dire que c'est une grande fierté et que voilà, je vois que ça a servi à quelque chose. Mohamed El Moustapha Iyane Babassi a décroché son sésame à l'âge de 40 ans, mais il est plus que déterminé à poursuivre ses études dans les plus grandes universités du Sénégal. Félicitations aux lauréats. Allez, sport à présent avec la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khadija Ndiaye, qui a rencontré ce vendredi les athlètes sénégalais qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sur un groupe de 11 athlètes devant défendre les couleurs nationales. La majorité se trouve en Europe. La ministre des Sports a rassuré ces athlètes par rapport aux primes qu'ils devront recevoir en leur qualité de sportifs qualifiés pour les Jeux Olympiques. Chaque athlète recevra ainsi une somme de 11 300 000 francs CFA. Aussi bien les athlètes qualifiés que ceux invités recevront le même montant. Les entraîneurs, pour leur part, recevront leur prime en même temps que les athlètes et le même traitement sera réservé aux sportifs paralympiques. Les Jeux Olympiques de Paris sont, vous le savez, prévus du 26 juillet au 11 août 2024 et le Sénégal, je rappelle, sera représenté par 11 athlètes dans 7 disciplines sportives. Sport toujours, mais cette fois-ci chez nous. Depuis 13 ans, les jeunes de Sédhiou luttent pour l'achèvement des travaux de construction du stade municipal. Pendant cette lutte, des jeunes ont été arrêtés, des navétanes boycottés pendant plusieurs années. Pour satisfaire la demande de ces jeunes, le régime sortant avait lancé le projet de construction d'un autre stade. Il s'agit cette fois-ci d'un stade à envergure régionale, mais les travaux de ce stade régional sont en arrêt depuis quelques mois. Alors au niveau du stade municipal, le gazon synthétique est en train d'être installé par la Fédération sénégalaise de football et la FIFA, mais les jeunes dénoncent le fait que l'infrastructure ne dispose pas de projecteurs. Pire, la tribune qui est construite depuis 2 ans est en état de délabrement avancé et le mur de clôture qui date de plus de 40 ans est également en dégradation. Suivant ce dossier réalisé par Bakary Conté, les images sont signées Khalid Jamé. Après plusieurs années de lutte, Sédhiou bénéficie finalement du lancement des projets de construction de 2 stades, le régional et le municipal. Au niveau du stade régional, les travaux sont en arrêt depuis plusieurs mois, une situation que déplorent les associations de jeunesse. J'ai été au stade régional de Sédhiou il y a 3 à 4 jours. J'avoue que les travaux sont à l'arrêt. Les travaux sont à l'arrêt. Il faut le dire et le reconnaître que les travaux ont commencé, on a fait le mur de clôture et on a démarré la tribune, mais malheureusement depuis quelques mois les travaux sont à l'arrêt. Les portes même sont fermées et puis il n'y a que de l'herbe au niveau de ce stade-là. Faire un appel plutôt
à l'endroit des autorités de nous aider. Pour le stade municipal, la pelouse est en train d'être réalisée par la Fédération sénégalaise de football et la FIFA, mais sans projecteur. Nous nous réjouissons de la pose du gazon synthétique au niveau du stade municipal. Il faut le rappeler qu'il y a de cela 13 ans, les jeunes de cette ville se sont lancés dans un combat pour avoir un stade digne de son nom. Donc aujourd'hui, si le gazon synthétique est posé, nous considérons que c'est une étape du combat qui a été gagné. Mais il faut reconnaître qu'il y a d'autres chantiers aussi qui restent, notamment les projecteurs et aussi le mur de clôture. Les jeunes réclament la mise en place des projecteurs. J'insiste sur la chaleur parce qu'à Sédhiou, il fait excessivement chaud. Même à cette heure-ci, à 18h, il fait chaud. À plus forte raison, à 15h. Demander aux jeunes de jouer à 15h, je pense qu'il faut que Sédhiou également dépasse cette étape-là. Donc pour ce, nous avons également besoin de projecteurs. Le mur de clôture est vétuste, il peut tomber à tout moment. Un véritable danger permanent. Le constat est là. Et ce mur de clôture-là menace une, mais aussi au-delà de ça, je pense que c'est une question de sécurité qui se pose. Le mur de clôture-là est plus âgé que moi. 40 ans déjà, le mur de clôture. Donc il va falloir qu'on nous fasse un nouveau mur de clôture. C'est un danger public. Un danger public. Pour la sécurité des joueurs, de l'encadrement, des riverains également, mais également de la population. Les jeunes du Pakao interpellent les internationaux originaires de la région. On ne doit pas attendre qu'on les appelle. Je pense qu'ils font partie de la population de Sédhiou. À eux de venir s'immiscer aux travaux du stade municipal. Parce que Demassissé a joué ici, Sadio Mané a joué ici, Moussa Seydi a joué ici, le jeune Dramé également. Le président du conseil communal de la jeunesse pense qu'il faut un stade multifonctionnel. À côté même, il y a le terrain de basketball qui est là. Et vous l'avez constaté, l'état dans lequel les jeunes jouent dans ce terrain-là. Je pense qu'à ce niveau, des efforts doivent être faits. Sédhiou, aujourd'hui, a besoin d'un dojo pour un peu éclore les talents par rapport aux arts martiaux, mais aussi à la gymnastique. Mais à côté de cela, la lutte. La tribune du stade municipal qui a été réalisée il y a de cela 2 ans est en état de dégradation. Ces jeunes du Pakao attendent avec impatience la finition des travaux de construction des 2 stades pour l'éclosion des jeunes talents. Merci à Bakary Conté, merci à vous d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. Mais l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Et restez avec nous tout de suite, la deuxième partie du Soir d'Info.